Francis Scott Fitzgerald, Une soirée à la foire, in La Fêlure, nouvelle traduite de l'anglais par Dominique Horry et Suzanne Mayou. Une soirée à la foire, a night at the fair. Les deux villes n'étaient séparées que par un ruban de fleuve traversé de nombreux ponts. Leurs extrémités se rejoignaient et se confondaient. Au point de jonction se tenait chaque automne, sous l'œil jaloux de l'une et de l'autre, la foire régionale. Grâce à cette situation privilégiée et grâce à l'agriculture prospère de l'État, la foire était l'une des plus belles d'Amérique. On y trouvait d'immenses expositions de céréales, de bétail et de machines agricoles. Des courses de chevaux et d'automobiles et, depuis peu, des aéroplanes qui décollaient réellement du sol. Une tumultueuse allée centrale bordée de manèges à émotions fortes, digne de Coney Island, qui vous précipitait à travers l'espace, et une parade foraine tintinabulante et géniarde. Sur le grand cours, on donnait tous les soirs, transition entre le sérieux et le frivole, un feu d'artifice dont le clou était une évocation de la bataille de Gettysburg. Vers la fin de l'après-midi d'une chaude journée de septembre, deux garçons de 15 ans, quelque peu gavés de saucisses et de pop-corn, épuisés par 8 heures de mouvement perpétuel, sortirent de la galerie des appareils à sous. Celui aux beaux yeux sombres et ardents était, selon l'inscription cosmique sur son manuel d'histoire ancienne de l'an passé, Basil Duke Lee, Holly Avenue, Saint Paul, Minnesota, États-Unis, Amérique du Nord, hémisphère occidental, Terre, univers. Un peu plus petit que son compagnon, il semblait pourtant plus grand, car il jaillissait pour ainsi dire de sa culotte courte, tandis que Ripley Buckner Jr. avait accédé au pantalon long la semaine précédente. Cet événement tout simple et tout naturel était en train d'exercer une influence dévastatrice sur l'amitié qui les unissait intimement depuis plusieurs années. Basil, l'imaginatif du duo, en avait été tout ce temps le membre dominant, et le bouleversement opéré par un métrage de Serge bleu l'emplissait de consternation et de perplexité. En fait, Ripley Buckner était, visiblement, devenu indifférent au plaisir de se montrer en public avec Basil. Il semblait qu'il ait vu dans son accession au pantalon une libération des contraintes et des infériorités de l'enfance, et la compagnie de celui qui n'était encore, au vu de sa culotte, qu'un petit garçon, rappelait malencontreusement combien sa propre métamorphose était récente. Il refusait de se l'avouer, mais il avait manifesté tout l'après-midi à l'égard de Basil une certaine irritabilité, une tendance à l'écraser d'un rire supérieur. Basil était très sensible à ce décalage nouveau. En août, un conseil de famille avait décrété que, bien qu'il partît en pension dans l'Est, il était trop petit pour le pantalon. En guise de réplique, il avait grandi de 4 centimètres en 15 jours, ce qui ajouta à sa réputation d'instabilité, mais lui donna l'espoir de convaincre enfin sa mère. En quittant la poussière du chapiteau pour le feu du coucher de soleil, les deux garçons hésitèrent, parcourant l'allée envahie par la foule d'un regard où se mêlait à un certain ennui de vagues regrets. Ils n'avaient pas envie de rentrer chez eux plus tôt que nécessaire, et pourtant ils sentaient leur appétit de distraction momentanément rassasié. Il leur fallait un changement de ton, d'objet de leur journée. Ils se trouvaient près du parc à voitures, qui ne couvrait encore qu'un espace restreint. Et comme ils flânaient, indécis, leur regard fut attiré par une petite automobile de couleur rouge, dont le profil surbaissé indiquait aussi bien l'allure rapide que la vie aventureuse de son propriétaire. C'était une Blatz Wildcat, qui incarna pendant les 5 années suivantes l'ambition de plusieurs millions de jeunes Américains. Une blonde au gai visage puéril l'occupait, dans la posture alanguie qu'imposait le siège oblique. Les deux garçons n'en pouvaient détacher leurs yeux. Elle laissa tomber sur eux un regard froid et revint à sa fonction d'être assise dans une Blatz Wildcat et de contempler le ciel d'un air hautain. Les deux amis échangèrent un coup d'œil, mais ne firent pas mine de partir. Ils regardaient la jeune fille. Quand ils sentaient qu'ils la fixaient de façon trop voyante, ils baissaient les yeux sur l'automobile. Au bout de quelques minutes, un jeune homme au teint rouge, aux cheveux très roux, vêtu d'un costume et d'un chapeau jaune, en train d'enfiler des gants du même jaune, apparut et monta dans la voiture. Il eut une série de détonations impressionnantes, puis dans le top mesuré de l'échappement libre, insolent, percutant, grisant comme un tambour, un glissement sans accroc emporta la voiture, la fille et le jeune homme, en qui ils avaient reconnu Speed Paxton. Basil et Ripley firent demi-tour et revinrent d'un pas rêveur vers la grande allée. Ils savaient que Speed Paxton était obscurément répréhensible, fils terrible et choyé d'un brasseur local, mais ils l'enviaient. S'enfoncer dans le coucher de soleil sur ce char de triomphe, disparaître au cœur du silence et du secret de la nuit avec, auprès de lui, la mystérieuse jeune fille au visage enfantin. C'est à cause de cette envie, sans doute,
qu'ils se mirent à crier en apercevant un grand jeune homme de l'orage qui sortait d'un stand de tir. Ohé, hé, hé, elle, attends une minute. Elwood Lemming se retourna et les attendit. Il était l'élément dissipé de la jeunesse bien élevée de la ville. Il buvait de la bière, les chauffeurs lui avaient appris des choses, et il était déjà maigre de trop fumer. Quand ils lui dirent bonsoir avec empressement, ils rencontrèrent dans ses yeux mi-clos l'expression dure et sage de l'homme qui a vécu. Salut Rip, touche-la Rip. Salut Basile, mon vieux, touche-la. Qu'est-ce que tu fais, elle demanda Ripley. Rien. Et vous? Rien. L'œil d'Elwood Lemming se rétrécit davantage. Il parut réfléchir, puis il fit un claquement de langue décisif. Eh bien, que diriez-vous si on enlevait une? J'en ai vu pas mal par ici cet après-midi. Ripley et Basile retinrent secrètement leur souffle. L'an dernier, Elwood les choquait en allant aux revues de music-hall du Star, et voilà qu'il leur ouvrait maintenant la porte de sa vie audacieuse. La responsabilité de sa toute neuve maturité exigeait de Ripley qu'il se montrât le plus enthousiaste. D'accord, dit-il joyeusement. Il regarda Basile. D'accord, marmonna Basile. Ripley se mit à rire, plus par nervosité que par raillerie. Tu ferais peut-être mieux de commencer par grandir, Basile. Il quêta d'un regard l'approbation d'Elwood. Tu ferais mieux d'attendre là, d'être devenu un homme. Oh, ça va, riposta Basile. Tu as le tien depuis combien de temps? 8 jours? Mais il se rendait compte qu'un fossé les séparait des deux autres, et ce fut avec le sentiment de s'accrocher à eux qu'il les suivit. Jetant à droite et à gauche le coup d'œil aigu d'un contrebandier expérimenté, Elwood marchait en tête. Des filles qui se promenaient deux par deux croisaient son regard mûr et lui adressaient des sourires encourageants. Mais il ne les trouvait pas à son goût, trop grosses, trop laides, trop dures. Tout à coup, leurs yeux tombèrent sur deux silhouettes qui flânaient à quelques mètres devant eux, et ils hâtèrent le pas. Elwood sûr de lui, Ripley feignant nerveusement de l'être, et Basile, subitement en proie à une folle excitation. Il les avait rejoints. Basile sentait son cœur lui remonter à la gorge. Il détourna les yeux en entendant la voix d'Elwood. « Salut les filles, comment ça va ce soir ?» Allait-elle appeler la police? Ou bien sa mère et celle de Ripley se dresseraient-elles devant eux? « Salut vous-même les gars. Où allez-vous les filles? » Nulle part. Alors allons-y ensemble. Ils s'agglutinèrent tous en un groupe, et Basile s'aperçut avec soulagement que ce n'étaient finalement que des filles de son âge. Elles étaient jolies, le teint clair, les lèvres rouges, les cheveux relevés comme des femmes. L'une lui plut aussitôt davantage que l'autre, elle avait la voix plus douce et elle était timide. Basile se réjouit de voir Elwood partir avec la plus hardie, les laissant Ripley et lui suivre derrière avec l'autre. Les premières lumières de la soirée naissaient à une pâle existence. La foule de l'après-midi s'était un peu dispersée, et les allées, vides de monde, s'emplissaient de lourdes odeurs de pop-corn et de cacahuètes, de mélasse et de poussière, de saucisses en train de cuire, et des relents non sans charme, de bétail et de foin. La grande roue, dessinée maintenant par un pointillé de lumière, tournait à loisir dans le crépuscule. Quelques voitures vides défilaient bruyamment là-haut sur les montagnes russes. La chaleur s'était dissipée, et l'on sentait dans l'air l'aiguillon stimulant, enivrant, de l'automne du Nord. Il marchait. Basile sentait qu'il devait exister une manière de parler à cette jeune fille, mais il ne trouvait rien dans le style intense et confidentiel du ton d'Elwood Lemming avec son ami. En avant, on aurait dit qu'il s'était découvert inopinément avec elle une parenté de goût et de cœur. Pour sauver leur promenade du silence absolu, car la contribution de Ripley se bornait à un éclat de rire bête de temps en temps, Basile feignait donc de s'intéresser au spectacle qui s'offrait sur leur passage, et il en tenait une sorte de chronique. Voilà le veau à six pattes, l'avez-vous vu? Non. Là, c'est l'homme qui fait le tour du mur en moto. Y êtes-vous allé? Non. Regardez, il commence à gonfler le ballon. Je me demande à quelle heure commence le feu d'artifice. Vous y avez déjà assisté? Non, j'y vais demain soir, et vous? Moi, j'y suis allé tous les soirs. Mon frère y travaille, c'est un de ceux qui aident à les faire partir. Ah bon? Il se demanda si son frère prendrait mal qu'elle se soit laissée aborder par des inconnus. Il se demanda plus encore si elle se sentait aussi bête que lui. Il devait se faire tard et il avait promis de rentrer avant 7h30, sous peine de ne pas avoir le droit de sortir demain soir. Il rattrapa Elwood. « Hé, elle !» demanda-t-il. « Où on va ?» Elwood se tourna vers lui et cligna de l'œil. « On va faire un tour au vieux moulin. »« Ah !» Basile se laissa de nouveau distancer. Il s'aperçut que pendant sa brève absence, Ripley et la jeune fille s'étaient pris par le bras. Une brûlure de jalousie le traversa, et il inspecta à nouveau la jeune fille d'un œil plus appréciatif, la trouvant plus jolie qu'il n'aurait cru. Ses yeux, sombres et secrets, semblaient s'être éveillés sous l'éclat croissant des illuminations. Il recelait maintenant les mêmes promesses grisantes que la nuit fraîche. Il songea à lui prendre l'autre bras,
Mais il était trop tard. Elle et Ripley riaient ensemble de quelque chose, ou plutôt de rien. Elle lui avait demandé pourquoi il riait tout le temps et il avait ri de plus belle en guise de réponse. Sur quoi ils furent saisis tous deux d'une hilarité sporadique. Basil regarda Ripley d'un air dégoûté. Jamais de ma vie je n'ai entendu un rire aussi bête, dit-il indigné. Ah non gloussa Ripley Buckner. Jamais de ta vie, petit garçon. Il se plia en deux de rire et la fille l'imita. Les mots petit garçon étaient tombés sur Basil comme un jet d'eau froide. Dans son excitation, il avait oublié quelque chose, comme un infirme oublierait qu'il boite pour ne s'en apercevoir qu'au moment de se mettre à courir. Tu te crois donc si grand s'exclama-t-il. Où as-tu pris ton pantalon? Où as-tu pris ton pantalon? Il essaya de lui river son clou avec entrain et il allait ajouter c'est le pantalon de ton père, quand il se souvint que le père de Ripley, tout comme le sien, était mort. Le couple devant avait atteint l'entrée du vieux moulin et les attendait. C'était une heure creuse et une demi-douzaine de canots se cognaient aux planches du débarcadère, soulevés par le courant modéré de la rivière artificielle. Elwood monta avec son ami sur le siège avant, et il eut tôt fait de passer son bras autour d'elle. Basil aida l'autre fille à s'asseoir à l'arrière, mais, abattu, il n'offrit pas de résistance quand Ripley l'écarta pour se mettre au milieu. Ils partirent pour s'engager aussitôt dans un long passage obscur où se répercutaient les bruits. Quelque part, loin devant eux, dans un autre bateau, un groupe chantait. Leur voix paraissait tantôt lointaine et romantique, tantôt plus proche, et pourtant plus mystérieuse. Là où le canal se repliait sur lui-même, et où les embarcations passaient tout près l'une de l'autre, séparées par un voile invisible. Les trois garçons jetèrent des cris et des appels. Basil tenta, à force de vocifération, de surclasser Ripley aux yeux de la jeune fille. Mais au bout de quelques instants, on n'entendit plus que sa voix à lui, et il sut, sans regarder, que Ripley avait mis son bras autour des épaules de leur compagne. Ils entrèrent dans une lumière rouge, un décor de l'enfer avec démons grimaçants et lueurs blafardes de feux de papier. Il distingua Elwood et sa fille assis joue contre joue. Puis ils retrouvèrent l'obscurité avec l'eau qui clapotait doucement et le bateau des chanteurs qui passaient tantôt près, tantôt loin. Basil fit semblant pendant un moment de s'intéresser à cet autre bateau. Il appelait, il commentait leur proximité. Puis il découvrit qu'on pouvait faire balancer le bateau et il s'adonna à ce pauvre amusement, jusqu'à ce qu'Elwood Leaming se retourna indigné en criant « Hé là, qu'est-ce que tu essayes de faire ?» Ils débouchèrent enfin à l'entrée et les deux couples se disloquèrent. Basil sauta tristement sur la berge. « Donnez-nous d'autres tickets, cria Ripley. Nous faisons un autre tour. Pas moi, dit Basil avec une laborieuse indifférence, il faut que je rentre. Ripley éclata d'un rire de dérision et de triomphe. La jeune fille l'imita. Alors à bientôt, petit garçon, cria Ripley, hilar. Oh, boucle-la. À bientôt, Elwood. À bientôt, Basil. Le bateau s'éloignait déjà. Les bras se posaient à nouveau sur les épaules des filles. Salut, petit garçon. Salut, grand veau, cria Basil. Où as-tu pris ton pantalon? Où as-tu pris ton pantalon? Mais la barque avait disparu dans la gueule sombre du tunnel, laissant derrière elle l'écho du rire railleur de Ripley. C'est une vieille tradition qui veut que tous les garçons soient obsédés par l'idée d'être des hommes. C'est parce qu'ils clament parfois leur impatience des contraintes de la jeunesse, tandis que les longues périodes pendant lesquelles ils sont plus que satisfaits d'être des petits garçons trouvent à s'exprimer dans les actes et non dans les mots. Basil souhaitait seulement quelquefois être un tout petit peu plus vieux, mais sans plus. La question du pantalon ne lui avait pas paru vitale. Il en avait eu envie, mais sans que cela prenne en tant que costume la valeur sentimentale d'une tenue de football américain par exemple, ou d'un uniforme d'officier, ou même du chapeau haut de forme et de la cape dont se vêtaient les gentilshommes cambrioleurs pour rôder la nuit dans les rues de New York. Mais à son réveil le lendemain matin, ce vêtement était devenu de la plus urgente nécessité dans sa vie. En être privé le coupait de ceux de son âge, l'exposait aux moqueries d'un garçon qu'il avait mené jusque-là. En soi-même, le fait que, la veille au soir, des petites lui aient préféré Ripley était sans importance. Mais il avait un sens trop aigu de la compétition pour accepter qu'on l'oblige à se battre avec une main attachée dans le dos. Il se doutait qu'il se retrouverait à l'école dans des situations similaires, et ce serait insupportable. Il entreprit sa mère au petit déjeuner d'un ton fébrile et passionné. « Comment, Basil, protesta-t-elle surprise, je croyais, quand nous en avons parlé, que tu n'y tenais pas particulièrement. Il m'en faut un. J'aimerais mieux mourir que d'aller en pension sans pantalon. Voyons, ne te crois pas obligé d'être idiot. Mais c'est vrai, j'aimerais mieux mourir. Si je ne peux pas avoir un pantalon, je ne vois pas à quoi cela sert que j'aille au collège. » Il était dans un tel état que la vision de sa mort éventuelle commença positivement à troubler sa mère. « Allons, cesse de dire des bêtises et viens manger ton petit déjeuner. Tu peux aller t'en acheter un chez Barton Lees ce matin. » Apaisé, mais travaillé encore par la violence de son désir, Basil arpenta la pièce à longues enjambées.
Sans ça, un garçon est carrément désarmé, déclara-t-il d'un ton véhément. Content de sa phrase, il l'amplifia. Sans ça, un garçon est carrément et intégralement désarmé. J'aimerais mieux mourir que de partir en pension. Basile, cesse de parler ainsi. On a dû te taquiner à ce propos. Personne ne m'a taquiné, nia-t-il avec indignation. Personne du tout. Après le petit déjeuner, la bonne l'appela au téléphone. C'est Ripley, dit une voix hésitante. Basile lui répondit d'un ton froid. Tu n'es pas fâché pour hier soir, dit, demanda Ripley. Moi? Non. Qui a dit que j'étais fâché? Personne. Alors écoute, tu sais qu'on va ensemble au feu d'artifice ce soir? Oui, fit Basile, toujours aussi froid. Eh bien, une des deux filles, celle d'Elwood, a une sœur qui est encore mieux qu'elle, et elle peut venir ce soir, et tu pourrais la voir. Alors on a pensé qu'on pouvait tous se retrouver vers 8 heures, puisque le feu d'artifice ne commence pas avant 9. Pour faire quoi? Eh bien, on pourrait retourner au vieux moulin. On a fait 3 tours de plus hier soir. Il eut un instant de silence. Basile regarda si la porte de sa mère était fermée. Tu l'as embrassée, la tienne? Chuchota-t-il dans l'écouteur. Tu parles que oui. Le téléphone transmit l'écho d'un rire bête. Écoute, elle pense qu'il pourra avoir son auto. On passera te prendre à 7 heures. D'accord, concéda Basile d'un ton brusque. Je vais en ville ce matin, m'acheter des pantalons, ajouta-t-il. C'est vrai? Basile détecta de nouveau le même rire étouffé. Bon, tiens-toi prêt à 7 heures ce soir. À 10 heures, l'oncle de Basile le retrouva chez Barton Lee, le magasin de vêtements, et Basile éprouva un léger remords d'occasionner à sa famille tant de peine et de dépenses. Sur le conseil de son oncle, il se décida finalement pour 2 costumes, un brun chocolat foncé pour tous les jours et un bleu marine pour les grandes circonstances. Ils avaient besoin de quelques retouches, mais il fut entendu qu'on livrerait sans faute un des costumes dans l'après-midi. Son repentir passager d'avoir été si dépensier le poussa à faire l'économie du prix du trajet en rentrant à pied du centre de la ville. En passant dans Crest Avenue, il s'arrêta, songeur, pour sauter par-dessus la haute prise d'eau, devant chez les Van Schillinger, en se demandant si on faisait des choses pareilles en pantalon, et s'il recommencerait jamais. Il eut envie de la franchir 2 ou 3 fois en guise de cérémonial d'adieu, et il se consacrait à cette tâche quand la limousine des Van Schillinger s'engagea dans l'allée et s'arrêta devant la porte d'entrée. « Tiens, Basile !» appela-t-on. Un visage frais et délicat, à demi enfoui sous une masse de boucles presque blanches, était tourné vers lui, sous le portique en granit d'une des 2 plus grandes maisons de la ville. « Bonjour, Gladys. Venez ici une minute, Basile. » Il obéit. Gladys Van Schillinger avait 1 an de moins que Basile, une jeune fille calme, élevée avec soin, que l'on destinait, à affirmer la tradition locale, à faire un mariage dans l'Est. Elle avait une gouvernante et jouait toujours avec certaines compagnes choisies, qui la recevaient ou venaient chez elle. Elle n'avait pas droit à la liberté insouciante qu'on laisse aux enfants dans une ville du Middle West. Elle n'était jamais présente en des lieux de rendez-vous tels que la cour des Wharton, où les autres s'amusaient ensemble l'après-midi. « Basile, je voulais vous demander quelque chose. Allez-vous à la fête ce soir? » « Oui, j'y vais. »« Alors vous plairait-il de venir assister de notre loge au feu d'artifice ?» Il réfléchit un instant à la proposition. Il avait envie d'accepter, mais une force mystérieuse le poussait à refuser, à renoncer à un plaisir pour la poursuite d'un objet qui, à raisonner froidement, ne l'intéressait pas. « Je ne peux pas. Je regrette énormément. » Une ombre de mécontentement passa sur le visage de Gladys. « Ah. Enfin, venez me voir un jour bientôt, Basile. Dans quelques semaines, je pars en pension dans l'Est. » Il reprit son chemin, mécontent de lui. Gladys Van Schillinger n'avait jamais été son amie de cœur, ni d'ailleurs celle de personne, mais le fait de partir en pension ensemble lui donnait vis-à-vis d'elle un sentiment de fraternité, comme s'ils avaient été élus pour l'aventure prestigieuse de l'Est, choisis ensemble pour une haute destinée qui transcendait le fait qu'elle fût riche et lui seulement aisé. Il regrettait de ne pas pouvoir aller dans sa loge avec elle ce soir. Dès 3 heures, Basile, qui lisait le chandail rouge dans sa chambre au premier étage, commença à prêter l'oreille chaque fois qu'on sonnait à la porte. Il allait sur le palier, il se penchait pour demander « Hilda, était-ce un paquet pour moi ?» À 4 heures, irrité de son indifférence, de son insensibilité aux choses importantes, de sa lenteur à ouvrir la porte et à en revenir, il descendit au rez-de-chaussée et se prépara à répondre lui-même à la sonnette. Mais rien ne venait. Il téléphona chez Barton Lee, où un employé affairé lui répondit « Vous aurez votre costume, je vous promets que vous aurez votre costume. » Mais il ne se fia pas à la parole de l'employé, et il s'installa sous le porche pour guetter la voiture de livraison de chez Barton Lee. Sa mère rentra à 5 heures. « Il y avait sans doute plus de retouches qu'il ne pensait, » suggéra-t-elle gentiment. « Tu le recevras probablement demain matin. »« Demain matin » s'exclama-t-il d'un ton incrédule. « Mais il me faut ce costume pour ce soir. »
Oui, enfin, je ne me ferai pas trop d'illusions à ta place, Basile. Les magasins ferment tous à 5h30. Basile parcourut d'un regard inquiet Holly Avenue. Puis il alla prendre sa casquette et il commença à courir vers le tramway au coin de la rue. La seconde d'après, un scrupule le fit revenir sur ses pas avec la même promptitude. S'il arrive, vous le recevrez pour moi, recommanda-t-il à sa mère en homme qui pensa à tout. Entendu, promit-elle sèchement. Il était plus tard qu'il ne croyait, il dut attendre le tramway, et quand il arriva devant chez Bartonley, il vit avec horreur que les portes étaient fermées et les stores tirés. Il intercepta un employé attardé qui sortait, et il lui expliqua avec véhémence qu'il lui fallait son costume pour ce soir même. L'employé n'était au courant de rien. Basile était-il monsieur Schwartz? Non, Basile n'était pas monsieur Schwartz. Après une vague discussion au cours de laquelle il essaya de convaincre l'employé que celui qui avait promis le costume devait être mis à la porte, Basile rentra chez lui tout abattu. Il n'irait pas à la foire sans son costume neuf, il n'irait pas. Il resterait à la maison, tandis que des garçons plus chanceux connaîtraient l'aventure le long de sa voie lactée. De mystérieuses créatures, jeunes et insouciantes, glisseraient auprès d'eux dans l'obscurité magique du vieux moulin. Mais lui, à cause de la stupidité, de l'égoïsme et de la malhonnêteté d'un employé de magasin, il ne serait pas là. D'ici un jour ou deux, la fête serait finie, pour toujours. Ces jeunes filles, de toutes les femmes du monde les plus insaisissables, les plus désirables, la fameuse sœur, la plus belle de toutes, serait à jamais exclue de sa vie. Des Blatz Wildcats les emporteraient sous le clair de lune, sans que Basile les ait embrassés. Non, toute sa vie, même s'il faisait limoger l'employé, vous voyez à présent le tort que vous m'avez fait, il conserverait de cette heure irrémédiablement perdue un regret infini. Comme la plupart d'entre nous, il était incapable d'imaginer qu'il éprouverait à l'avenir aucun désir équivalent à ceux qu'il possédait actuellement. Il arriva chez lui, le paquet n'était pas là. Il traîna lugubrement à travers la maison, consentant à 6h30 à s'asseoir silencieux à la table du dîner, en face de sa mère, les coudes sur la table. Tu n'as pas faim, Basile? Non, merci, dit-il d'un ton absent, croyant qu'on lui avait offert quelque chose. Tu ne pars en pension que dans 15 jours. Quelle importance cela peut-il avoir? Oh, ce n'est pas pour cela que je ne peux pas manger. J'ai eu un peu mal à la tête tout l'après-midi. Vers la fin du repas, son œil s'arrêta distraitement sur des tranches de gâteau de Savoie. D'un air de somnambule, il en avala 3. À 7h, il entendit les bruits qui auraient dû préluder à une soirée grisante. La voiture des Lemmings s'arrêta devant la porte, et un instant plus tard, Ripley sonnait. Basile se leva sombrement. J'y vais, dit-il à Hilda. Puis il se tourna vers sa mère. Excusez-moi une minute, je voudrais seulement leur dire que je ne peux pas aller à la fête ce soir. Mais bien sûr que si, Basile, ne fais pas l'idiot. Ce n'est pas parce que... C'est à peine s'il l'entendit. Il ouvrit la porte et il fit face à Ripley sur le perron. Derrière lui se trouvait la limousine des Lemmings, une vieille voiture très haute, dont la silhouette vibrait sur fond de pleine lune. Clop, clop, clop. La voiture de livraison de Bartonley montait la rue. Clop, clop. Un homme sauta à terre, planta sur le trottoir une fourche de fer, descendit sur la chaussée d'un pas rapide, tourna le dos, se retourna, vint vers eux, chargé d'une longue boîte rectangulaire. Il faut que vous m'attendiez une minute, criait Basile à tue-tête. Ce n'est pas cela qui fera une différence. Je vais m'habiller dans la bibliothèque. Écoute, si tu es un copain, tu m'attends une minute. Il s'avança sous le porche. Et elle, j'ai juste mon... Je n'ai qu'à me changer. Tu peux m'attendre une minute, non? La lueur rouge d'une cigarette brilla dans l'obscurité, tandis qu'elle parlait au chauffeur. La voiture frémissante s'immobilisa dans un soupir, et les cieux s'emplirent soudain d'étoiles. À nouveau la foire, mais différente de celle de l'après-midi, comme une fille en plein jour diffère de l'image radieuse qu'elle donne d'elle-même le soir. La substance des baraques en carton-pâte, des palais en plâtre n'existait plus. Les formes demeuraient. Tracées de lumière, les formes suggéraient des choses plus mystérieuses, plus enivrantes, et les gens qui déambulaient à travers le réseau de Broadway miniature partageaient ce privilège, tandis que la pâleur de leurs visages, isolés ou en grappe, tranchait dans la pénombre. Les garçons se hâtèrent vers le lieu du rendez-vous. Ils trouvèrent les jeunes filles dans l'ombre dense du temple du blé. À peine leurs silhouettes s'étaient-elles fondues en un groupe unique que Basile commença à sentir que quelque chose n'allait pas. Saisi d'une appréhension croissante, il promena son regard de visage en visage, et, tandis qu'on procédait aux présentations, il comprit l'affreuse vérité. La sœur cadette était, pour tout dire, laide à faire peur, courtaude, l'air crasseux, une vilaine peau qui mijotait sous un masque de poudre rose bon marché, et une bouche informe qui s'efforçait au prix d'une torture constante de paraître charmante. Il entendit à travers un brouillard l'ami de Ripley déclarer « Je ne sais pas si je dois aller avec vous. J'avais une sorte de rendez-vous avec un autre type que j'ai rencontré cet après-midi. » Nerveuse, elle parcourait la rue des yeux, tandis que Ripley, stupéfait et consterné, essayait de lui prendre le bras.
Allez, bien, insista-t-il. J'avais rendez-vous avec toi le premier, non? Mais je ne savais pas si vous viendriez ou non, dit-elle, perverse. Elwood et les deux sœurs se joignirent aux protestations de Ripley. Je pourrais peut-être aller sur la grande roue, concéda-t-elle, mais pas au vieux moulin. Le type serait furieux. L'assurance de Ripley tituba sous ce coup. Sa bouche tomba, et il lui étreignit désespérément le bras. Basile regardait tantôt sa cavalière avec une politesse héroïque, tantôt les autres d'un air de reproche infini. Seul Elwood connaissait le succès et la satisfaction. Allons sur la grande roue, dit-il, impatient. Nous n'allons pas rester plantés là toute la soirée. Au guichet des billets, Olive, récalcitrante, hésita de nouveau. Les sourcils froncés, elle regardait de tous côtés, comme si elle espérait encore que le rival de Ripley se montrerait. Mais, quand les nacelles s'immobilisèrent, elle se laissa convaincre d'y monter, et les trois couples, avec tous leurs problèmes, furent lentement emportés en l'air. Tandis que la nacelle s'élevait, suivant la courbe imaginaire du ciel, Basile songeait au plaisir qu'il aurait tiré en une autre compagnie, ou même tout seul, de la foire qui scintillait au-dessous de lui d'une nouvelle diversité, de la consistance veloutée de l'obscurité, là où elle borde la lumière, à peine effleurée de ses derniers reflets. Mais il était incapable de blesser quelqu'un qu'il estimait son inférieur. Au bout d'une minute, il se tourna vers sa voisine. « Habitez-vous Saint-Paul ou Minneapolis ?» s'enquit-il cérémonieusement. « Saint-Paul. Je vais à l'école numéro 7. » Elle se rapprocha soudain. « Je parie que tu n'es pas si timide que ça, » l'encouragea-t-elle. Il mit le bras autour de ses épaules dont il sentit la chaleur. De nouveau, ils atteignirent le sommet de la roue, et le ciel s'ouvrit au-dessus de leur tête. De nouveau, ils retombèrent parmi les bouffées de musique qui venaient de lointains manèges. En s'appliquant à regarder ailleurs, Basile la serra contre lui et, tandis qu'il remontait dans la nuit, il se pencha pour lui embrasser la joue. La signification de ce contact l'émut, mais il vit son visage du coin de l'œil et fut soulagé d'entendre le gong sonner en bas et de sentir la machine s'immobiliser lentement. À peine les trois couples se trouvèrent-ils réunis dehors qu'Olive poussait un cri ravi. « Le voilà, Bill Jones, celui que j'ai rencontré cet après-midi, avec qui j'avais rendez-vous. » Un garçon de leur âge s'avançait vers eux, d'une démarche de poney de cirque, en faisant tourner avec l'habileté d'un tambour-major une petite canne en rotin. À l'abri de ce pseudonyme prudent, les trois garçons reconnurent, congénères et amis, le fascinant Hubert Blair en personne. Il s'approcha. Il les salua tous d'un gloussement amical. Il enleva sa casquette, la fit tournoyer, la lança, la rattrapa, la campa d'un air bravache de travers sur la tête. « Tu exagères, dit-il à Olive. J'ai attendu ici un quart d'heure ce soir. » Il fit semblant de l'arrosser avec sa canne, elle pouffa, ravie. Hubert Blair possédait exactement le ton irrésistible pour une fille de 14 ans, ainsi que pour un type un peu plus frustre, de femme adulte. C'était un gymnaste virtuose, et sa silhouette n'était que mouvement gracieux. Il avait le nez spirituel, le rire désarmant, et un talent aigu pour la flatterie. Lorsqu'il prit un caramel dans sa poche, le plaça sur son front, le fit sauter et le reçut dans sa bouche, un spectateur impartial aurait compris que Ripley ne verrait plus Olive ce soir. Le groupe était si fasciné qu'ils ne virent pas l'œil de Basile s'éclairer d'une étincelle d'espoir, ses pieds reculés de quelques pas rapides avec l'agilité d'un gentilhomme cambrioleur, son torse se faufiler par l'ouverture de la toile dans les vastitudes désertes de l'exposition des moissonneuses et tracteurs. Une fois en sûreté, Basile se détendit, et lorsqu'il songea combien Ripley se doutait peu du fardeau qu'il allait lui échoir, il se plia en deux, hilar, dans l'obscurité. 10 minutes plus tard, en marge du champ de foire, un jeune garçon se dirigeait d'un pas rapide et prudent vers le lieu du feu d'artifice. Il balançait tout en marchant la canne en rotin qu'il venait d'acheter. Plusieurs filles lui jetèrent des regards d'intérêt, mais il passait devant elles plein de hauteur. Il était pour un bref instant là de toute compagnie. Un instant qu'il avait failli laisser échapper dans l'agitation générale. Il savourait son pantalon. Il prit une place de tribune et il suivit la foule le long du champ de course à la recherche de sa section. Des soldats de l'Union traînaient des canons pour préparer la bataille de Gettysburg. Alors qu'il s'arrêtait pour les regarder, il s'entendit appeler d'une loge derrière lui par Gladys Van Schellinger. « Ohé, Basile, vous ne voulez pas venir vous asseoir avec nous ?» Il rejoignit le groupe où il fut absorbé. Basile échangea les salutations du sage avec monsieur et madame Van Schellinger, et on le présenta d'un ton affable à plusieurs autres personnes, comme le fils d'Alice Riley, et on plaça une chaise pour lui sur le devant à côté de Gladys. « Oh, Basile, murmura-t-elle en le regardant radieuse, comme c'est amusant, n'est-ce pas ?» Oui, incontestablement. Il se sentit baigné d'une grande vague de vertu. Préférer la compagnie de ces filles vulgaires lui paraissait maintenant une aberration. « Basile, comme ce sera amusant de partir dans l'Est, peut-être serons-nous dans le même train ?» « Je n'en peux plus d'impatience, avoua-t-il gravement.
Je porte un pantalon maintenant, il m'en fallait un pour aller au collège. L'une des dames qui occupait la loge se pencha vers lui. Je connais fort bien votre mère, dit-elle, et je connais un autre de vos amis, je suis la tante de Ripley Buckner. Ah oui? Ripley est un si gentil garçon, déclara madame Van Schellinger avec un large sourire. C'est alors comme si de prononcer son nom l'avait évoqué, qu'on vit apparaître Ripley Buckner. Le long du champ de course, maintenant désert sous les lumières, s'avançait une procession courte mais monstrueuse, sorte de parodie lilliputienne d'une folle et joyeuse vie. En tête venaient Hubert Blair et Olive. Hubert brandissait sa canne qu'il faisait tournoyer comme un tambour-major, accompagné par les hurlements de rire qu'Olive poussait dans son enthousiasme. Suivait Elwood Lemming et sa jeune dame, si étroitement enlacés qu'ils marchaient avec quelque difficulté apparemment enveloppés dans les bras l'un de l'autre. Et puis, fermant la marche sans gloire, il y avait Ripley Buckner et l'ex-compagne de Basil, qui rivalisaient avec Olive dans l'exhibitionnisme de ses cris. Fasciné, Basil regarda Ripley, dont l'expression était curieusement mitigée. Par moments, il se joignait au ton général de la parade, avec de gros éclats de rire bête. À d'autres, un air peiné marquait fugitivement son visage, comme s'il eût mis en doute le succès de leur soirée. La procession était fort remarquée, à tel point que Ripley ne sentit pas l'attention toute particulière dont il faisait l'objet dans cette loge. Il en passa pourtant à moins de 2 mètres. Il était hors de portée d'oreille quand un curieux bruissement parcourut ses occupants. Des murmures discrets s'élevèrent. Quelle drôle de fille, dit Gladys. Le premier n'était-ce pas Hubert Blair? Si, dit Basil, tout en écoutant un fragment de conversation derrière lui. En tout cas, sa mère sera mise au courant dès demain matin. Tandis que Ripley était en vue, Basil avait brûlé de honte pour lui. Mais maintenant, un nouvel élan de vertu, plus fort encore que le premier, le soulevait. Son souvenir de l'incident aurait atteint à la délectation, s'il n'avait pas craint que la mère de Ripley ne s'opposât désormais à ce qu'il partît en pension. Quelques minutes plus tard, même cette idée lui était devenue tolérable. Pourtant, Basil n'était pas mesquin. Simplement, la cruauté naturelle de son espèce à l'égard des condamnés ne se masquait pas encore d'hypocrisie. Dans une explosion triomphale, la bataille de Gettysburg s'acheva, aux accords alternés du Dixie et du Star Spangled Banner. Dehors, près des voitures parquées, Basil s'approcha de la tente de Ripley, mue par une impulsion soudaine. Je crois que ce serait un peu une sorte d'erreur d'avertir la mère de Ripley. Il n'a rien fait de mal. Contrariée par l'incident de la soirée, elle abaissa sur lui un regard froid et condescendant. Je sais ce que j'ai à faire, dit-elle sèchement. Il fronça les sourcils, puis il fit demi-tour pour monter dans la limousine des Van Schellinger. Assis sur un strapontin à côté de Gladys, il l'aima subitement. Sa main brûlante frôlait de temps en temps la sienne, et il sentait le lien délicieux né de leur départ simultané pour le collège se resserrer, les unir l'un à l'autre. Ne pouvez-vous pas venir me voir demain, dit-elle d'un ton pressant. Mère sera partie et elle m'a dit d'inviter qui je voulais. Entendu. Quand la voiture ralentit près de chez Basil, elle se pencha vivement vers lui. Basil. Il attendit. Il sentait sur sa joue son haleine chaude. Il voulait qu'elle se dépêche, sinon, quand le moteur s'arrêterait, ses parents qui somnolaient derrière pourraient entendre ce qu'elle disait. Comme elle lui paraissait belle alors. Ce qu'elle pouvait avoir d'un peu glaçant était largement compensé par sa délicatesse exquise, le luxe raffiné de son existence. Basil, Basil, quand vous viendrez demain, pourrez-vous amener Hubert Blair? Le chauffeur ouvrit la portière, et M. et Mme Van Schellinger s'éveillèrent en sursaut. Quand la voiture fut repartie, Basil resta à la contempler d'un œil songeur, longtemps après qu'elle eut tourné le coin de la rue.